C'est une époque d'innovation et de progrès. Les plus grands esprits de ce monde repoussent les frontières du possible, jusqu'à explorer l'inconcevable. Nouvelle adaptation très libre sur les écrans cette semaine, Frankenstein n'en finit pas d'inspirer les artistes de tous bords. Tim Burton, auteur de manga, Mel Brooks, Ridley Scott, on le voit même dans la série Penny Dreadful, et même Eddie Mitchell s'est frotté au monstre. À l'origine, une obsession, celle d'un scientifique, créer la vie à partir de la mort et sa conséquence, un monstre qui va en faire baver son créateur. Une histoire écrite il y a 200 ans par Mary Shelley, une jeune Anglaise de 18 ans. Pourquoi cette histoire est-elle devenue un mythe? Réponse en 5 points avec Alain Morvan et Gilles Menegaldo, deux spécialistes. C'est un mythe qui est intemporel parce qu'il s'incarne dans une figure qui est inoubliable. Et c'est précisément la créature du monstre. Et qui a pour lui d'être un vecteur d'horreur profond, d'une part parce qu'il est disproportionné, d'autre part parce qu'il est violent, et enfin parce qu'il apporte en lui cette contradiction suprême qui est qu'il est à la fois vie et mort. Mais je croyais qu'on l'avait détruit. Non, on ne peut pas le détruire. On a donc ce paradoxe que c'est la mort qui donne naissance à la vie. Parce que si le vivant est authentique, ce monstre vit, il n'en est pas moins vrai qu'il a été construit d'une manière qui n'est pas naturelle et où la sexualité, qui est la façon normale de procréer, a été remplacée par un jeu qui est un jeu maléfique avec des morceaux de cadavres, avec la mort. Boris Karloff devient littéralement emblématique de la créature, au point d'avoir effacé le nom du créateur, effectivement. Le Frankenstein, c'est le monstre. Vis-à-vis du public, vis-à-vis de la postérité, Frankenstein, ce nom fait aussi fortement référence au monstre qu'à son créateur. Victor analyse très bien, à un moment donné, il dit ce monstre était le vampire qui absorbait mon existence. Au départ, il y a cette idée que le savoir, la technologie, la science peuvent s'exercer dans un contexte de transgression. Et on voit très bien à quoi cela correspond dans l'histoire du docteur Frankenstein, qui néglige les préceptes de la religion et qui se substitue d'une certaine façon au créateur. Victor, vous m'aviez promis que votre but c'était la vie. C'est désormais tellement plus. Comme Dracula ou comme Jekyll et Hyde, on a cette représentation spectaculaire d'un être plus grand que nature, qui, dans le roman de Mary Shelley, certes, est doué du langage, et même un rhétoricien hors pair, mais qui, par contre, dans les films, perd ce don du langage, pour ne garder justement que cette dimension à la fois sublime et grotesque, on pourrait dire. Le grand tour de force du monstre, c'est d'ouvrir la porte à deux interprétations. Oui, je veux me faire passer pour une victime, mais en même temps, si vous regardez bien ce que je dis, tout mon discours est une sorte de commentaire sur l'art de la persuasion. C'est un prodigieux rhétoricien. Au fond, Frankenstein et le monstre peuvent être considérés comme deux versants d'une même entité. Il y a une interrogation sur la nature de l'identité. Est-ce que l'individu doit être perçu dans son unité, dans son unicité, ou est-ce que derrière un individu, il n'y a pas toujours la menace de cette fracture, de cette division? Je crois qu'on peut dire que d'une certaine façon, Frankenstein est aussi un discours sur la folie, sur la peur de la folie.